Bonjour pilote, bienvenue à l'école de pilotage intergalactique Condor. Aujourd'hui, l'épisode traite sur le mitigé vaisseau qu'est le Hawk HWK 290. Il fait son apparition pour la première fois en 1995 dans le jeu Dark Forces, piloté par Kyle Katarn et le pilote rebelle John Hurt. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the Rebellion. Dans l'univers Star Wars canon, il apparaît dans le jeu Star Wars Commander, dans le chapitre intitulé The Sickness ou la maladie, sorti en 2014. Et il est utilisé surtout pour les bombes de feu, pour tuer les impériaux devenus morts vivants. On le voit aussi dans la série de bande dessinée Kanan, sortie en 2015 par Disney. Le Hawk 290 est un vaisseau construit par la compagnie d'ingénierie corellienne pour remplacer les modèles YT, un peu comme le Condor. Ce vaisseau est adapté au jeu X-Wing par les caractéristiques suivantes. Attaque de 2 rouges par une tourelle unidirectionnelle, défense de 2 verts, 3 points de coque, 2 boucliers et 3 points d'énergie. En termes d'amélioration, il peut y avoir jusqu'à 7 modifications possibles. Talent, équipage, illégal, 2 modifications possibles, un titre et un engin. Le châssis du vaisseau a la forme d'une tête de faucon. Et si on traduit Hawk HWK de l'anglais au français, il s'agit bien de l'oiseau de proie, le faucon. C'est aussi un vaisseau très intéressant du point de vue des manœuvres, car il est possible de faire du surplace avec la manœuvre rouge de 0. 5 manœuvres bleues possibles, le 1 droit, le 2 droit et le 3 droit. Il y a aussi les 2 virages légers ou virages sur l'aile de 1. Dans les manœuvres blanches, il y a le 2 serré, les 2 virages légers droite-gauche, 2 virages légers 3 ou virages sur l'aile de 3, droite et gauche, et le déplacement rectiligne de 4. Et finalement, dans les manœuvres rouges, mis à part l'arrêt complet mentionné plus tôt, il y a la manœuvre 3 serré, rouge, droite et gauche. Pour ce segment de l'émission, j'accueille à l'école de pilotage intergalactique Condor le maître Condor lui-même, l'expert de pilotage pour le Hawk 290, j'ai nommé Bruno. Alors Bruno, bonjour, que fais-tu avec ces étranges lunettes? Les lunettes que tu vois, c'est magnifiques lunettes 3D, vieille école un peu avec une lentille bleue et une lentille rouge, de très haute qualité, ce ne sont pas de vulgaires lunettes en papier. Ce sont des accessoires qui vont être indispensables pour pouvoir utiliser les prochaines cartes que je suis en train de fabriquer pour les supporters de Millennium Condor Balado-Diffusion. Je ne vous en dis pas plus. Oh, on parle de 3 dimensions, intéressant. J'ai hâte de voir le produit, toujours des beaux produits de qualité. Pour ta communauté, bien sûr, Millennium Condor. Aujourd'hui, je t'accueille comme expert pilotage, je dis expert, mais du moins pilote d'expérience qui va pouvoir nous instruire un peu sur le Hawk 290. Et c'est le vaisseau que tu as choisi toi-même pour notre analyse d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un vaisseau que j'apprécie beaucoup et que je joue relativement beaucoup aussi. Mais avant d'aller plus loin, Marc-André, j'aimerais un petit peu t'instruire sur l'histoire de ce vaisseau-là, si tu le permets. On t'écoute. Bon, à la base, le HWK 290 est un cargo équipé d'un système de support vitaux et qui peut être piloté par un seul pilote. À la base, quand tu vas au concessionnaire de vaisseaux spatial intergalactique de ton quartier, il est vendu sans armes. Mais il va sans dire que ce dernier va être rapidement modifié par les nouveaux propriétaires parce que, on le sait, un transport sans armement dans l'espace, c'est comme laisser sa porte ouverte la nuit dans le ghetto ou à Laval. Puis, c'est un modèle aussi qui a été couramment utilisé durant le temps de la République et aussi sous le règne de l'Empire galactique. Semblerait aussi que l'Alliance rebelle en a modifié plusieurs pour être capable de transporter et de larguer des bombes incendiaires sur des cibles d'infanterie.
Écoute, Marc-André, rendu là, tu vas me demander, Bruno, qu'est-ce que ça donne dans X-Wing 2.0, ça? Écoute, ça donne un vaisseau utilitaire qui est capable de tirer son épingle du jeu dans pas mal de situations. Il est présent dans 2 factions quand même. Il est chez l'Alliance, comme tu sais, et chez les Rakai. Le titre qui est selon moi indispensable pour que le vaisseau puisse vraiment tirer son épingle du jeu, qu'on va appeler aujourd'hui la corneille moisie. Donc, quand tu ajoutes le titre de la corneille moisie, ça veut dire que tu prends le vaisseau moisi en tant que tel, et ça va te permettre d'avoir un arc frontal, ce que le vaisseau n'a pas à la base, de 3D d'attaque. Ce qui est très bon. Comme tu le sais, Marc-André, moi, les vaisseaux à 2D d'attaque, je ne daigne jouer avec ça, c'est pas à mon niveau. Et ce qui fait aussi que quand tu as le Moldy Crow, ou la corneille moisie, tu peux garder jusqu'à 2 jetons de focus jusqu'à la fin du tour. Ce qui est bon parce que ça te permet d'accumuler et ainsi faire une certaine, comment on dirait ça, économie d'action qui va te servir plus tard, ce qui est très important. Et la roulette est, je dirais, somme toute, correcte. Maintenant, les pilotes. Je commence avec les 2 meilleurs pilotes, un dans chaque faction. Chez, 2 meilleurs pilotes, on s'entend, Marc-André, là, c'est 2 pilotes avec la meilleure initiative. Donc, on a Jan Ors, mieux connu sous le nom de Johan, qui est le pilote d'initiative 5 du côté de l'Alliance Rebelle. Elle est aussi connue sous le nom de l'experte en espionnage. Ça vient du jeu vidéo. Johan, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à un allié dans son arc d'avoir un dé d'attaque de plus. Et elle va se prendre un jeton de stress en conséquence. Mais un vaisseau qui a 3 dés d'attaque, qui se ramasse à portée 1, 4 dés, et Johan qui l'appuie, 5 dés d'attaque, si ce vaisseau-là a d'autres modificateurs, ça fait beaucoup de dégâts. Donc Johan est vraiment un vaisseau qui va arriver et qui va supporter les autres. Sa contrepartie, si on veut, du côté des Rakai, c'est Dace Bonearm, qu'on dit le mercenaire de la bordure extérieure, qui selon moi est un des pas bons pilotes. Initiative 4. On va voir aussi que les pilotes du côté des Rakai, Marc-André, sont un peu moins bons. Donc, le meilleur pilote du côté Rakai a une initiative de 4, alors que chez l'Alliance, c'est une initiative de 5. Dace, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, après qu'un vaisseau ennemi à portée 0.3 a reçu au moins un marqueur ionique, ce qu'on voit pas si souvent que ça, vous pouvez dépenser 3 charges. Le vaisseau vient avec 3 charges à la base, qui se renouvellent une par tour. Donc, je dépense mes 3 charges. Dans ce cas, ce vaisseau ennemi va gagner 2 marqueurs ioniques supplémentaires. Bon. OK? Ça veut dire que Dace Bonearm, il faut qu'il se promène théoriquement avec une tourelle à ion. Ce qui limite un peu les options. Ensuite de ça, on a, chez l'Alliance, on a Roark Garnet, mieux connu sous le nom de Roger Garnet. Ou Roger Garlipri pour les intimes. Lui, c'est le contrebandier au grand cœur. C'est un romantique. Et il a une habilité de pilote très intéressante qui nous dit qu'au début de la phase d'engagement, je peux choisir un vaisseau situé dans mon arc. Et si je me promène avec la corneille moisie, je vais avoir un arc de 180 degrés. Dans ce cas, ce vaisseau va s'engager ou va avoir une initiative de 7 au moment d'attaquer, au début de la phase d'engagement. Ce qui est très fort parce que ça va venir permettre d'attaquer avant les as habituels qui se promènent à l'initiative 6. Donc, potentiellement attaquer avant un Darth Vader, avant un Kylo Ren, mais pas Kylo Ren, mais d'autres initiatives 6. Sa contrepartie du côté Rakai, c'est Palob Godalhi, qui est un résistant tétane. Et c'est un des autres bons pilotes ou avec une habilité intéressante, Marc-André, c'est qu'au début de la phase d'engagement, tu vas pouvoir choisir un vaisseau ennemi dans ton arc, potentiellement un arc de 180 degrés, à portée 0.2, un petit peu moins loin que ce qu'on aimerait. Puis dans ce cas-là, tu vas transférer un marqueur de concentration du vaisseau à toi. Donc, Palob, il se promène puis il vole des marqueurs. Super intéressant, parce que là, tu peux venir de réduire soit la force de frappe d'un ennemi, ou de réduire sa défense. Ou en tout cas, ses options de jeu, ce qui est le fun. Okay. Ça peut être limité parce que maintenant, on a des vaisseaux, des listes qui n'utilisent pas beaucoup les jetons de focus. Je pense notamment aux Jedi qui vont s'appuyer sur la force, ou d'autres vaisseaux qui vont plus s'appuyer sur des acquisitions de cibles ou des repositionnements. Côté Alliance Rebelle, on a Carl Katarn, ou Carl Castonguay, qui est un agent implacable. On ne rit pas avec lui. C'est très intéressant. Son habileté de pilote à lui, c'est
un vrai support. Parce que lui, au début de la phase d'engagement, il va pouvoir transférer un de ses marqueurs de concentration à un vaisseau ami dans l'arc de tir. Toujours, encore une fois, un arc de tir de 180 degrés. Puis, avec son titre de Corneille Moisi, il va pouvoir avoir potentiellement 2 jetons de concentration. Donc, ça ne le nuit pas trop de donner son jeton. Il souffre un peu de son initiative basse parce que rendu à son tour d'attaquer, il va probablement avoir dépensé ses jetons ou ses ressources pour se défendre, ce qui va lui donner une attaque probablement moins puissante. De l'autre côté, chez les racailles, on a un de mes favoris que j'ai dans mon cœur, Torculmix, et non, Torquilmux, le mineur minable. Que certains vont dire, non Bruno, c'est le mineur mercenaire, mais je n'accepte pas cette définition, Marc-André. Comme tu le sais, Torquilmux est tiré du livre Shinbone Showdown, qui a fait l'objet d'un segment Vortos de l'émission dernièrement, et qui a aussi sa propre carte d'art alternatif de Millennium Condor. Donc, qu'est-ce qui fait ce mineur minable-là? C'est qu'au début de la phase d'engagement, tu peux choisir un vaisseau dans ton arc de tir, je le répète, un arc à 180 degrés. Dans ce cas, ce vaisseau s'engage au début du tour à initiative 0, à la place de sa valeur d'initiative standard. Ce que ça veut dire, ça, Marc-André, c'est un peu comme notre ami Roger Garnett, c'est qu'il va faire qu'un vaisseau, un ennemi, attaquera pas à sa valeur d'initiative. Ici, encore une fois, c'est une excellente arme contre des as, parce que j'arrive avec Dark Vader qui veut frapper en premier. Non, Dark, tu vas attaquer en dernier. Donc, quand à son tour va arriver, Dark va probablement dépenser toutes ses ressources en défense et va frapper pas mal moins fort. Et si on est chanceux, on va focusser notre tir dessus et ça va y faire mal. Est-ce que le générique vaut vraiment la peine d'être joué par rapport aux autres pilotes? Je te dirais que peu. Parce qu'il coûte quand même cher, donc c'est pas un vaisseau qui est bon pour venir remplir un trou. Mais toi, est-ce que tu l'as déjà utilisé en générique? Non. Pas intéressant. J'ai jamais joué en générique parce que je le joue pour ses habilités et pour les vaisseaux qui ont une valeur d'initiative plus haute. Okay. Parce que tu vas prendre un vaisseau générique ici chez les rebelles à initiative 2 et à initiative 1 chez les racailles, c'est le trafiquant d'épices. Tu vas lui mettre la tourelle parce que sinon tu vas avoir un vaisseau ordinaire qui se promène avec une tourelle à 2D, ce que moi j'aime pas beaucoup. Donc tu vas faire un vaisseau assez cher qui va venir prendre du quart au tiers de ta liste en points si tu lui donnes des trucs. Parce que tu peux lui donner une bombe ou un truc comme ça. Mais ça fait un vaisseau cher qui est un peu fragile quand même parce qu'il y a juste 5 points de vie. Fait que d'après moi, là, c'est pas un bon investissement. Les vaisseaux génériques, les pilotes génériques, à moins qu'on joue en mode épique, puis là, on peut en avoir plusieurs, c'est le fun d'avoir un vaisseau avec un arc de 180 degrés pour tirer sur des bases épiques ou sur des gros vaisseaux, c'est plus facile. Mais encore là, j'ai des doutes. Puis comment est-ce qu'on joue contre un Hawk 290? Je pense qu'une des façons, c'est de le contourner. Faut que tu ailles en arrière, faut que tu sortes de son arc. Ce qui n'est pas super facile parce qu'il y a un arc à 180 degrés. Même si dans sa tourelle, il tire à 2D, c'est quand même une attaque. Puis dépendamment comment il est équipé dans ses améliorations, la tourelle à 2D, peut-être qu'elle va être bien efficace. S'il réussit à rentrer à portée 1 ou des trucs comme ça. Mais une fois que tu es rendu en arrière de lui, c'est un petit peu dur pour lui de se revirer parce qu'il n'y a pas de virage K. Puis il n'y a pas de talon, il n'y a pas de loop ou de boucle du Seigneur. Donc il va avoir de la misère. À moins qu'il va essayer de s'arrêter pour que tu passes devant, mais il y a des chances que tu l'anticipes et que tu passes pas devant puis que tu restes en arrière de lui. C'est un de ses enjeux. C'est une fois que tu es rendu en arrière de lui, il y a bien de la misère à survivre. C'est sa grosse faiblesse tant qu'à moi. Mais pour un cargo, je comprends. Je voulais savoir, parce que le vaisseau en tant que tel est utilisé dans les jeux vidéo comme bombardier. T'as très peu mentionné, ou pas du tout même, les bombes à utiliser avec... Est-ce qu'on l'utilise parfois comme bombardier ou ça vaut vraiment pas la peine? Je pense que c'est une bonne option, parce qu'encore une fois, il y a besoin de quoi pour se protéger en arrière. Une fois que quelqu'un est rentré en arrière de lui, il va avoir de la misère à le faire se dégager. Fait que la bombe peut être une option après ça pour dire « Ok, t'es en arrière de moi, t'es mieux de pas rester là. » Ça peut t'aider. Moi, tu sais, dans la version Aces High,
Je joue un, un Hawk avec une bombe. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Ben, merci beaucoup, Bruno. C'est tout pour aujourd'hui, pour le Hawk 290. J'espère à la maison que vous avez appris tout autant que moi sur le vaisseau. Je vous dis à la prochaine. Et pilote, volez prudemment. Au revoir. Au revoir.